Né à Dassazoumé, dans le département des Collines, une région profondément ancrée dans les traditions, Dr Jean Dossoumou perd très tôt son père. Orphelin de père, il est recueilli et élevé par son oncle qui prendra en main son éducation dans un foyer uni où rigueur, honnêteté et partage étaient les piliers. Bon, comme vous l'avez dit, je suis Jean Dossoumou, natif de l'arrondissement de Ilema. De père de l'arrondissement, mais de mère de Dassa. Ma maman est Adjiba, fille du roi Adjiba. Donc la providence a fait que mon papa l'a rencontré dans son errance. Après 2 échecs, selon ce que mes tantes m'ont dit, 2 échecs derrière 2 filles de Lema. La providence a fait qu'il a croisé sur son chemin la fille du roi qui était auprès de sa grande sœur. Et par l'entremise d'une de mes tantes qui est actuellement au Nigeria, la longue histoire s'est créée entre ma maman Abadjaye Adjiba et mon papa Léonard Dossoumou. Nous sommes 3 de notre papa. J'ai une grande sœur qui s'appelle Emilienne et j'ai une petite sœur qui s'appelle Félicienne. Mais pour notre maman, nous sommes 6. Bon, relater mon enfance, c'est une enfance un peu douloureuse. Mais je dis souvent que c'est une chance pour moi d'avoir cette enfance douloureuse parce que séparé de mon père à l'âge de 6 ans. Alors, lorsque on a perdu notre papa, pendant les funérailles, nous étions restés à Léman. Notre maman était enceinte quand on perdait notre papa. Après, elle a accouché dans les cérémonies, dans les funérailles qui duraient beaucoup longtemps pendant cette période-là. Elle a accouché, puis elle a perdu l'enfant. Après, elle a eu un problème de sein. Elle ne trouvait pas de solution. Un jour à 5 heures, elle nous a pris de l'aimant pour Dassa. Et on a fait escale chez sa grande sœur à Betou, chez les Adjalenou. C'est là où on est resté pendant un moment. Puis par la suite, on s'est retrouvé auprès de sa maman à Issalou, chez les Adjiba. Et après, nos parents sont venus nous chercher. Parce que, bon, il y a une petite incompatibilité entre les Omadiagou et nous, parce que leur totem, on n'a pas les mêmes totems. Chez nous, c'est le boa. Donc, les parents estimaient peut-être que les gens pouvaient consommer le bois ici et ça allait porter atteinte à notre fille. Donc, les parents sont venus nous chercher très tôt. Sur les 3 enfants que nous étions, normalement, dans la tradition, le garçon devrait aller chez les oncles. C'est ce qui se fait. Mais dans mon cas, je suis parti chez ma tante. Je suis parti chez ma tante dans le village qu'on appelle aujourd'hui Erokoya, anciennement appelé Sankmandon. Elle est mariée, elle suit directement mon papa. Donc elle est mariée chez les Huikotans. Donc elle m'a pris à ses côtés. Et j'ai pour père adoptif, celui qui va me forger, qui va me modeler d'ailleurs, papa Émile Huikotan, qui est son époux. Franchement, j'ai vécu dans une famille qui m'a amené à oublier que j'étais orphelin. Donc j'ai été franchement bien gardé. Je n'ai pas pour souvenir un jour où j'ai été maltraité, où on m'a dit des propos déplacés. Je me voyais même plus cajolé, plus aimé que même les propres fils et filles de mon père adoptif et de ma tante.
Très jeune déjà, Jean Dosunmu se distingue par sa curiosité et sa soif d'apprendre. À l'école, il se montre studieux, passionné et pleinement conscient que l'éducation est un levier de transformation sociale. J'ai commencé mon primaire et à l'école primaire publique de Saint-Commandant d'alors, aujourd'hui Rokoya. On était une cinquantaine ou une soixantaine au plus. On a commencé le CI avec le directeur Tofa Laza. Et on a connu un maître célèbre dans nos débuts là, il s'appelle Rindé Apollinaire, que j'ai retrouvé à Cotonou. On a partagé la même cour d'ailleurs, parce qu'il a en temps abandonné l'enseignement, il a continué les cours, il a fini l'université. On est devenus camarades et on a partagé la même cour. Jusqu'à aujourd'hui, on garde très bon contact avec le maître Rindé. Après maître Rindé, ceux qui m'ont forgé également au village là, c'est le maître Théophile, je ne me rappelle plus de son, Ola Théophile, qui est de Savet. Et c'est quand je passais au SEM que j'ai été récupéré par un cousin, l'aîné de ma tante, qui était instituteur dans le jour où il nous a pris. Il était dans une école primaire à Zapota. Nous étions partis là-bas les années 85. Quand, dans le début de rentrée comme ça, il a été affecté à l'école primaire publique à Daïmé, à Tendi. Et ils avaient commencé l'école 10 jours avant que nous, l'équipe Zapota encore, pour on a rattrapé le train en marche. Et là, j'ai été gardé par mon maître Salah au sud-ouest, avec qui j'ai gardé de très, très bonnes relations jusqu'à son décès. Et en fin 2024, là, il est parti, maître Salah au sud-ouest, que j'ai beaucoup aimé. Il est beaucoup aimé parce que il a posé un acte très fort. Quand je suis arrivé, on a fait la première proposition. Malgré qu'on ait rattrapé le train en marche, j'ai été premier sans deuxième pour la composition. Immédiatement, il dit on doit changer les ressources. Seulement, pendant la révolution, on m'avait trois responsables. Donc, il m'avait pris comme premier responsable, deuxième responsable, Boblin Louis, et troisième responsable, Elagi. Je ne me rappelle plus de ça. C'est Elagi qui était le troisième responsable. Donc, j'ai su quand même qu'il m'a encore poussé pour aimer le travail. Donc, voilà ce que je peux dire jusqu'au CMA. Alors, nous étions à Daïmé-A. On l'appelait ça l'école d'Assin-Port. C'est ce que les gens disaient en ce moment. Parce qu'il y avait trop de maîtres. J'avoue qu'au CM2, il y avait 3 maîtres. Et c'est quand même plus ça. J'ai bien joué avec grand frère que moi, je fasse le CM2. J'ai sorti de la chicotte. En fait, là-bas, il y avait 3 ateliers. Il y a 2 maîtres. Il y a le directeur, un maître et une maîtresse. Sur le directeur, quand on fait des dictées, vous savez, avant, c'est 8 fautes éliminatoires. Ou bien c'est 6 fautes éliminatoires. 5 fautes éliminatoires. Donc, quand nous, on finit les cours, on va rentrer, vous allez voir, c'est maintenant les élèves des écoliers de CM2 commencent la dictée. Et si vous finissez, tous ceux qui ont plus de 5 fautes, vous allez passer sur les 3 ateliers. Ça dit prendre la main. Quelque part, vous allez prendre la main chez le directeur. Vous allez prendre la chicotte chez la maîtresse et vous allez prendre les fesses chez le maître. Donc, moi, je voyais ça de loin. Je me dis, non, moi, je ne peux pas subir ça. Je me rappelle le directeur Agodino Gabriel. C'est un directeur. Il était venu nous faire complément d'objet, complément du nom au CM1. Il nous avait fait ça entre 8h et 10h. Il était le seul à sortir à la récréation le jour-là. Parce que les dames n'ont pas bien réfléchi. Ils les a tous redressés.
était seul à sortir avec Elias. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne peux pas subir cette pression simple. Je le disais dans mon fond intérieur, sans savoir que Dieu avait écouté. Et notre grand frère était muté encore pour une seconde fois à l'EPP Kanapakeko. Ah, ça, on est à Kan. Donc, c'est là-bas que je l'ai fait mon CM2. Je ne savais pas qu'une autre surprise m'attendait là-bas. Arrivé là-bas, le directeur Apota Oké Cyprien, natif de Avopana, qui était notre directeur en Sorokini Pénin, avec Maître Benzin, c'est très, très, je ne veux pas dire méchant, mais très sévère, Maître Benzin. Alors, on a commencé depuis l'année, le directeur nous a dit ceci. Il y a 3 ans, Kanapake était au nid du zoo, avec Aregnano Kami, qui était le premier du zoo. L'année écoulée, Kanapake n'a rien donné. Cette année-là, soit on va donner, soit on va fuir. Donc, j'ai dit, ce qui est fuyé là, on fait encore, je suis dans ici. J'avoue que le grand frère nous avait pris 2 documents qui nous aidaient à la maison. Donc, franchement, quand j'ai été avec mon cousin, le Benjamin et tante, on a commencé ici ensemble. Il s'appelle Yacine. Donc, on était avec Nelly et Gabriel. Donc, c'est comme ça nous avons évolué toute l'année avec la Oké Cyprien. Il faut dire que ça n'a pas été facile. En ce moment, il y a des gens qui vont au CFM 5 fois, 6 fois déjà. Donc, on était les nouveaux qui travaillaient. J'avais fait avec Massimo Justin, qui doit être aujourd'hui à Massy, et appris avec Robert, Rodolphe, Eugénie, beaucoup d'autres. Mais le chemin vers la réussite n'est jamais un long fleuve tranquille. Entre doutes, obstacles et sacrifices, il puise au plus profond de lui-même pour avancer. Chaque échec devient pour lui une leçon, un tremplin vers un nouvel élan. J'ai eu la chance. Je suis passé souvent, à la première session, j'élimine presque toutes mes durées. Oui, c'est en deuxième session, je viens peut-être pour une composition, je viens vraiment déranger les camarades. Chaque fois, c'est comme ça. Et bon, j'ai choisi en 4e année la géographie physique, où on est très peu nombreux. On était 25. Sur le nombre, on était autour de 300. Donc, on était 25 en géographie physique, parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, bon, j'ai fait la géographie physique et voilà, encore un autre challenge. Je voulais être le premier à soutenir. Mais Mathias, on a même échangé tout à l'heure. Mathias a pris le devant. Il a travaillé sur le professeur Kuni. Après lui, mon maître m'a retardé encore. Et le deuxième a soutenu encore. Ismaël a soutenu sur le professeur Saint-Saint. Et avant que moi-même je passe en 3e position. Donc, rien n'est jamais acquis d'avance pour Jean Dossoumo. Il faut tout construire, pas à pas, avec foi, détermination et humilité. À la sortie de l'université, il entre dans la vie professionnelle avec ses joies, mais aussi ses épreuves. J'ai fait ma thèse en géographie dans la spécialité géosciences et environnement. Et j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la biogéographie sur une essence forestière qu'on appelle l'Isoberlinia doca, dans la modélisation de sa niche écologique au niveau du département des collines ici. Et le point culminant de ma recherche est la modélisation de la niche écologique de cette essence forestière à l'horizon 2050. Et vous savez, c'est une essence qui a pour zone d'existence comme habitat la zone septentrionale du Bénin pour être plus terre à terre jusqu'à hauteur du département des collines. Ça ne se retrouve plus à Boycon, à Dan, à Djidja,
à partir de ces communes-là jusqu'au sud. Mais lorsque j'ai fait la modélisation de la niche écologique, j'ai constaté qu'à l'horizon 2050, les milieux comme Djidja et Aplakwe sont favorables à l'existence ou à l'extension de l'espèce Isobellini adoka. Ça veut dire que d'ici 2050, les conditions édaphiques, les conditions climatiques et autres sont réunies pour que l'espèce puisse commencer par exister au niveau des communes de Gdan et d'Aplakwe. Voilà le point culminant de ma recherche. Je me suis positionné sur le segment de l'environnement. Donc, par la suite, je suis devenu professionnel en évaluation environnementale. Et c'est à ce titre que j'exerce au Bénin et dans le monde entier cette profession d'évaluateur environnemental et social. Et vous savez, l'évaluation environnementale et sociale se positionne sur 3 à 4 segments d'études. Il y a les études qui sont avant la mise en œuvre des projets, qui sont l'étude d'impact environnemental et social, par exemple, qui est la plus petite étude. Ça peut être un cadre de gestion environnementale et sociale, comme ça peut être une évaluation stratégique environnementale et sociale. Après, pendant la mise en œuvre des travaux, il y a ce qu'on appelle le suivi de la mise en œuvre du PGS et des mesures de sécurité sur le chantier. Donc, tu es recruté au sein d'un bureau qu'on appelle une mission de contrôle et tu fais le suivi de la mise en œuvre du PGS et des mesures de CCTP ou du cahier des clauses environnementales et sociales, qui est le truc contractuel de l'entreprise. Et pendant l'exécution des travaux, il y a ce que nous appelons, qui est le 3e pilier, le 3e segment d'études, il y a ce que nous appelons l'audit de conformité environnementale et sociale. Alors, c'est les environnementalistes, les professionnels en évaluation environnementale qui font tout ça. Et lorsque le projet vient à terme, il y a ce qu'on appelle l'audit final. Donc, en dehors de ça, le dernier segment, c'est les inspections qu'on fait pour faire le suivi de la mise en œuvre du PGS. Et ça, souvent, dans notre pays, c'est, comme on appelle, l'Agence béninoise pour l'environnement qui est compétente en ça et qui recrute des experts en évaluation environnementale pour aller le faire sur le terrain. Alors, cet exercice, je le fais au Bénin, dans la sous-région, en collaboration avec plusieurs bureaux du Bénin, du Maghreb et de l'Occident, notamment en France et en Allemagne. En France, Allemagne et Italie. Voilà, j'ai collaboré avec beaucoup de bureaux là-bas. Heureusement, sur sa route, il rencontre des personnes bienveillantes, des âmes généreuses qui l'ont marqué à jamais. Ces rencontres nourrissent son parcours et le poussent à s'engager. Ce qui m'a marqué comme expérience surtout, c'est l'une de mes missions en Centrafrique, en République centrafricaine et aussi en République de la Guinée. En République centrafricaine, j'ai constaté que les peuples sont les mêmes. Parce que, vous savez, le professionnel en évaluation environnementale travaille sur des projets. Donc, j'ai eu la chance d'aller travailler sur beaucoup de projets à vocation communautaire là-bas pour la mise en place des instruments de sauvegarde. Et en le faisant, vous devez consulter, l'un des principes, vous devez consulter les populations et avoir leur avis, leurs inquiétudes par rapport au projet afin de les intégrer dans votre étude. Alors, dans l'exercice de cette tâche-là, j'ai collaboré avec les peuples et j'ai constaté que les peuples sont les mêmes en Afrique. La même chaleur d'accueil et les mêmes intensités de respect et autres. C'est ce que j'ai eu. Et là-bas, en Centrafrique, ce qui m'a aussi frappé, c'est que j'ai côtoyé la guerre, parce que c'est un pays en guerre. J'ai travaillé avec les Nations Unies sur plusieurs projets là-bas.
vous côtoyez vraiment la guerre pendant votre mission. Vous pouvez apprendre que vous avez quitté quelque part et que le lendemain, les rebelles sont venus attaquer le milieu que vous avez, où vous avez séjourné. Et je ne trahis aucun secret. J'ai été pris à Kagabandoro. Il y a une ville qu'on appelle Kagabandoro. On a été pris par les rebelles. Oui, parce que nous étions partis pour faire une étude sur un pont. On veut réaliser un ouvrage d'art. Et vous savez, pour réaliser un ouvrage d'art, vous devez utiliser des équipements comme les appareils topo et autres. Mais les rebelles, la position des rebelles n'était pas loin de là où on était en train de faire l'étude. C'était une mission conjointe que j'ai faite avec des experts camerounais. Donc les Camerounais avaient le volet technique de lever topo et autres. Et comme ils utilisaient leur appareil, les rebelles pensaient qu'ils voulaient donner leur position au FACA, c'est-à-dire aux forces de l'ordre de la Centrafrique. Donc après, ils sont venus nous ramasser tous. Ils disent, bon, bah, écoutez. Donc la prière, c'est que un petit rebelle ne te pète pas la tête parce qu'il a déjà pris du tramadol. Donc ta prière, c'est tout faire pour qu'il te conduise vers le chef. Parce que nous sommes mandatés par les Nations Unies. Nous sommes très protégés, d'ailleurs. Aussitôt qu'on nous a pris, la MONUSCA était bien informée rapidement. Il y a un détachement qui est venu à notre rescousse pour échanger. Il n'y a pas affrontement, mais il y a échangé pour expliquer et extraire les experts internationaux de ça. Donc on a été envoyé chez le chef rebelle. Et ce qui est intéressant et qui milite en faveur de notre pays et du comportement que nous avons au Bénin. Dès qu'on a été là-bas, on s'est présenté, nous sommes des Béninois, on était deux. Nous sommes des Béninois. Ils ont dit, bon, les Béninois se mettent de côté, ils peuvent rentrer. Parce que, bon, le Bénin, c'est un bon pays, tout ça. Moi, franchement, ça j'étais étonné. Les Camerounais, vous restez là. Donc, après maintes négociations, bon, on les a extirpés du groupe, donc on est rentré, tout ça. Mais je n'étais pas à la fin de mes périples. Le vendredi, on devait quitter Kagabandoro pour Bangui. On va à Moufkon, là on va faire les formalités et on nous dit que nous ne pouvons pas partir à deux. C'est une seule place qu'il y a pour l'avion, parce que c'est avec l'avion qu'on se déplace. Après, on a pu négocier, nous deux, on a pu trouver notre place, mais après, on nous annonce que l'avion ne viendra pas. Et spécialement le samedi, l'avion viendrait. Parce que le lundi, nous, on a notre vol international. On devait quitter la Bangui pour le pays. Vous n'avez pas le vol pour rentrer à Bangui, ça veut dire que c'est lundi que vous pouvez avoir le vol pour rentrer à Bangui. Et là, vous ratez votre vol international. La surprise, c'est que le samedi matin, je me suis réveillé très tôt, très joyeux de dire, bon, je vais partir, enfin. Quand j'ai commencé par entendre des crépitements de fusils, des balles qui passaient, qui sifflaient, j'ai dit, mais c'est quoi encore cette histoire-là? Alors on y était, quand on est gardé, on était dans la base de l'UNICEF et on est gardé par les Pakistanais. Donc j'ai vu un Pakistanais, donc je lui ai parlé anglais béninois. Et rapidement, il m'a dit non, nothing. Donc j'ai dit, mais pourquoi lui dit ça? Parce que lui, il est sur son bungalow là-bas. Bon, après, j'ai compris que c'était pas trop grave, c'est un anniversaire, un baptême, et que c'est ça qui. Oui. Parce que nous, à Kagabandoro, c'est divisé en deux par un pont. La ville est divisée en deux par un pont. Et il y a la partie chrétienne et il y a la partie musulmane. Et nous, on était dans la base de la partie musulmane. Donc, là où il y a les rebelles. Donc, c'est là où on a mis UNICEF. Donc, franchement, bon, ça fait peur pour un Béninois qui n'a jamais entendu parler. Bon, c'est vrai que la première fois que j'ai déjà eu les crépitements à Bangui Centre même, sur la PK5, si vous connaissez. Donc, voilà un peu les trucs que j'ai vécu. Le dernier qui est plus joyeux, c'est en Guinée. Vous savez, le problème de la Guinée, pour les experts comme nous,
c'est la mobilité. Parce que les voies ne sont pas aussi traitées comme au Bénin. Et nous devons nous sentir très heureux au Bénin, franchement. Surtout avec les derniers investissements du président Talon, on doit se sentir heureux. Il faut dire au Bénin la particularité que nous avons. On a un développement très équilibré de l'espace géographique du Bénin. Le territoire national, on a un développement très équilibré. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, comme par exemple la Guinée. Il n'y a pas de voie. Donc nous, on a 118 km à parcourir. Donc pour nous, en 118 km, en 2 heures ou plus, 1h30, on peut y aller. Donc on était à l'abbé. On a quitté l'abbé autour de 8 heures. Donc nous, on pensait on a pris un rendez-vous à 10 heures dans la ville. Ça s'appelle Madina Oura. On devait parler par la préfecture Mali et aller à Madina Oura. Mais je vous assure, et la population était mobilisée. Bon, les gens, comme nous on a dit 10 heures, les gens ne savaient pas à quelle heure on va quitter. Peut-être on s'est déjà couché à Mali et on va quitter Mali juste pour aller. Mais comme on a dit ça, les gens se sont mobilisés déjà, les maires, tout ça, nous attendaient, le préfet. Imaginez, dites-moi, à quelle heure on est tombé là-bas? J'imagine après 2 heures de route. Pas du tout. On est tombé à Madina Oura à 21 heures. De 8 heures? De 8 heures à 21 heures. Et, chose bizarre, la population était très mobilisée à nous attendre. Très, très mobilisée. C'est pas ce qu'on dit. C'était dans le cadre du projet AgriFam, un projet d'aménagement hydro-agricole. Non, je n'ai jamais vu ça. Donc, j'ai eu la chair de poule. Les gens tapaient, tout nous attendait. Et quand on est tombé, cet expert disait, bon, on ne peut plus rien faire, franchement. Le chemin, c'est plus qu'un chemin de croix. Donc, il dit, on ne peut plus travailler, il faut qu'on aille dormir, demain matin, on va travailler. Et j'ai dit, moi, on doit travailler. Cette population qu'on a fait attendre depuis le matin, nous ne pouvons pas les laisser entrer dans leur maison comme ça. On doit travailler avec la population. Donc, la lumière était mobilisée, tout. On a travaillé. On a travaillé avec la population. Et on s'est donné rendez-vous le lendemain matin, on a poursuivi. Franchement, c'est impeccable comme mission, comme expérience vécue dans d'autres pays. Donc, c'est comme ça que je me suis promené un peu en Afrique pour faire des études et aussi au Bénin. Dr Jean Dossoumoun s'investit pleinement dans des causes sociales. Son engagement devient celui d'un homme de conviction, alliant rigueur professionnelle et générosité du cœur. Depuis plusieurs années, il organise une grande rencontre communautaire annuelle, un moment de solidarité, de partage et d'unité. À travers ses actions, ses dons, ses gestes concrets, il incarne une vision forte, celle d'un développement humain fondé sur la proximité, l'écoute et la dignité. Mon engagement est parti d'un constat. Vous savez, mes grands frères aiment trop avoir beaucoup de femmes. J'avoue que j'ai un cousin qui a 9 femmes. Donc, j'ai des grands frères qui ont 40 et quelques enfants, des trucs comme ça. Donc, et nous avons constaté aussi que les femmes aiment venir dans notre famille. Alors, je me demande à quel moment ces femmes-là s'épanouissent. C'est la question que je me suis posée. À quel moment ces femmes-là s'épanouissent? Bon. Puisque c'est leur prière, même si je n'ai pas trop grandi dans la famille, c'est de leur prière quand même que j'ai pu avancer. Il faut que je fasse le retour. Et je ne peux pas les aider individuellement. Alors, j'ai commencé par dire, on va se présenter les vœux en début d'année. Et on se rencontre, on se présente les vœux, j'amène quelques vœux, elles se partagent et on mange, on se sépare. L'idée première dans ma tête quand j'ai commencé, c'était qu'elles commencent par se mettre ensemble et partager les difficultés de vivre ensemble avant qu'un projet n'arrive sur ça. Donc, première édition, deuxième édition, troisième édition, quatrième édition, c'était on se voit, on mange, on se partage les vœux, on se sépare.
Ce n'est qu'après ça que j'ai dit, bon, le vrai projet là va arriver, c'est d'avoir une caisse de solidarité qui leur permet de mener des activités génératrices de revenus. Chacun peut passer de l'argent dedans pour se gérer. Et la caisse serait en renforcement continu jusqu'à une cagnotte qui nous permettrait vraiment de les mettre un peu plus à l'aise. Donc, puisqu'elles ont eu le temps de se connaître, de savoir que X est comme ceci, l'autre est comme ça, donc quand l'argent est rentré dedans, ça n'a plus gêné. Ça n'a plus, vraiment, c'est une expérience, ça n'a plus gêné. Ça fait que tout roule. Elles arrivent à se gérer. L'objectif final, nous étions en train de dire que lorsqu'on aura une cagnotte importante, on s'est fixé un objectif. On va migrer ça vers, ça va quitter l'étape traditionnelle comme ça va venir vers une IMF et on va prendre ça comme une action dedans pour que l'IMF leur fait des taux de crédit plus faibles que les autres puisque nous on est actionnaires. Donc on est en train de réfléchir dans ce sens avec des responsables d'IMF ici, proches ici, et on ira peut-être à Dieu vers ça. Donc l'idée derrière c'est de les aider. Aujourd'hui, quel est le retour que vous avez de ces femmes-là? Ah ben, ça les aide beaucoup. La preuve, vous voyez l'engouement, bon, chaque année, ce n'est pas, parce que c'est pas, je ne viens pas pour forcer quelqu'un, c'est parce que ça a pris, c'est leur chose que vous les voyez se mobiliser chaque année, et c'est elles qui, tout ce que nous mangeons, par exemple, c'est elles qui préparent ça, c'est elles qui cotisent pour préparer ça, c'est ce que moi j'apporte, qu'elles partagent le jour-là. Donc, il y a vraiment une appropriation et ça les aide beaucoup. L'histoire de Jean Dosunmu est loin d'être terminée. Plein d'idées, animé par l'envie de bâtir un avenir meilleur, il continue d'agir, porté par une foi inébranlable dans la jeunesse, l'éducation et la justice sociale. À celles et ceux qui doutent, il adresse un message simple mais puissant. Croire en soi, rester humble, ne jamais cesser d'apprendre et surtout, toujours rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné. Du parcours du Dr Jean Dosunmu, une certitude émerge. Avec la persévérance et l'engagement, il est possible de faire de sa vie une source d'inspiration pour les autres.